Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver après donc cette petite pause spéciale March Madness. D'ailleurs, je le rappelle, j'ai fait quand même des formats courts par rapport à la draft que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et il y a eu pas mal de choses qui sont passées au niveau du college baseball, au niveau de la NCAA, même en général. Et puis ça va être l'occasion de pouvoir en parler. Au passage, je vais tenter quelque chose au niveau du montage et surtout au niveau du son. Le son va apparaître plus fort et j'aimerais avoir vos retours là-dessus. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce qu'il vaut mieux rester comme ce que je fais d'habitude? Donc je compte sur vous là-dessus. Et bien entendu, avant de commencer le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes de podcast préférées, ainsi que sur YouTube. Et de même, le Homera, vous me retrouvez donc sur tous les réseaux sociaux. Et je pense qu'on va pouvoir y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors, on se remet des émotions, bien sûr, des tournois donc de basket féminin et masculin, la fameuse March Madness. Pour la petite information, on a vu donc UConn de Paige Bueckers remporter le titre. Ça va faire du bien à cette joueuse qui fait partie de ces stars déjà du basketball en général. Depuis le lycée, elle est très connue. Elle a connu des hauts et des bas, notamment avec une grosse blessure. Et du coup, elle a profité de l'éligibilité accrue qu'on a vu donc depuis 2020 pour pouvoir faire une saison senior de haut vol. Et elle va pouvoir donc maintenant se concentrer sur la draft. Côté garçon, Cooper Flagg n'aura pas réussi à amener Duke tout en haut, mais il aura donc remporté le titre de meilleur joueur, donc du coup de cette saison. Il aura perdu lors du Final Four face à Houston qui eux-mêmes vont perdre face à Florida qui donc gagne, et c'est la première fois depuis 2007. Et 2007 à l'époque, il y avait un certain Joakim Noah. Voilà pour le basket. Il n'y a pas que du basket en ce moment, il y a du baseball, il y a du softball, il y a beaucoup de choses. Au moment où j'enregistre d'ailleurs, je suis en train de regarder Oklahoma State face à Oklahoma au niveau softball. Du coup, il faut le savoir que ce soit softball ou baseball ou dans tous les autres sports, maintenant c'est des rencontres hors conférence. C'est ça qui est un peu spécial à voir. Là, au moment où j'enregistre, faut le savoir, Oklahoma State avait fait le meilleur départ, notamment grâce à des erreurs. Il menait très rapidement 3-0. Mais là, Oklahoma, et ça continue, j'ai l'impression, Oklahoma vient de passer devant et il mène 5-3, et notamment grâce à un 3-run home run. Et donc voilà, vous imaginez bien, il y a beaucoup de sports autour de moi, parce que je suis aussi allé au baseball park. Je suis allé donc au Nationals Park lundi et mardi pour aller voir les Dodgers, pour aller voir un peu, je vais pas vous le cacher, des joueurs comme Ohtani, Betts et compagnie, on va dire en chair et en os. Bon, un peu déçu des Dodgers sur ces deux matchs, pas forcément individuellement, en tout cas le premier match Ohtani a été là, il était pas loin du cycle, mais le deuxième match clairement ça a été, on va dire c'est un match beaucoup plus compliqué. Malgré tout, c'était sympa d'aller voir les Dodgers, dans tous les cas faire quelque chose, se retrouver aussi proche de chez moi, donc voilà, je vais arrêter de raconter ma vie. On va pouvoir commencer l'épisode un peu plus sérieusement. Mais donc, il y a beaucoup de choses aussi à noter. Forcément, là, on a dépassé donc la mi-saison en termes de saison régulière au niveau du college baseball. Il y a de plus en plus de tendances qui font sens, il y a de plus en plus de choses qui sont observables. Il y a donc ces fameux prospects aussi vis-à-vis de la draft qui font preuve de différentes, on va dire, performances. Certains déçoivent, certains surprennent, certains sont dans la lignée de ce que l'on attend d'eux. Et donc tout ceci fait que il y a une certaine ébullition autour du college baseball. De toute façon, dès que le basket s'arrête, c'est là où vraiment le baseball, le softball, on va dire tous les sports de printemps en général, prennent leur envol. Déjà en termes d'audience, pour commencer, et c'est pas rien, puisqu'il faut toujours penser surtout avec les dernières réformes qui arrivent au niveau de la NCAA. Je vous en ai parlé dans des épisodes précédents, notamment au niveau des settlements. Il y a de plus en plus, on va dire, d'affaires autour de la NCAA qui amène en fait de plus en plus d'accessites pour les étudiants athlètes qui deviennent clairement partie prenante au niveau monétaire. Et là,
comme je vous l'avais dit, on parle de redistribuer une partie des revenus, en fait tout simplement amassés aux joueurs directement, aux junior athlètes. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, et donc forcément il y a beaucoup d'argent en jeu, et le nerf de la guerre, c'est que la part de l'argent qui est gagné vient notamment des droits télé, et pour ce faire il faut que les gens suivent ce qui se passe au niveau du college baseball. Alors c'est un peu le nerf de la guerre, puisqu'il faut le savoir, il y a des grosses conférences comme la SEC, la ACC, qui ont des partenariats directs avec ESPN, et donc qui sont quand même plus faciles à retrouver. Quand par exemple si vous voulez regarder la Big Ten, si vous n'avez pas Big Ten+, ça va être très compliqué, et Big Ten+, c'est un canal vraiment privé pour le coup, il n'y a pas un direct lien avec ESPN. La Big 12 pour le coup c'est la plupart du temps sur ESPN+, donc là encore on voit le lien très clair avec ESPN, et pas mal de mid-majors sont également retransmis sur ESPN+, notamment la Sun Belt, qui est une des grosses conférences quand même à ne pas sous-estimé, mais pas que, il y a un peu tout, il y a de la Big West, voilà, un peu tout, je vais pas vous détailler chaque conférence. Tout ça pour revenir un peu sur les sujets qui nous intéressent. On a vu, et notamment je vois souvent des tweets là-dessus, des records d'affluence sur certains jours, des jours où notamment en milieu de semaine, où d'habitude on a des ballparks assez vides en termes de college baseball, c'est de moins en moins le cas, et donc ça fait plaisir. On va voir l'évolution un peu de tout ça, puisque forcément avec une évolution d'affluence, une évolution d'audience en général, une évolution médiatique, ça va tirer ce sport, qui n'est pas un sport majeur universitaire, justement, vers d'autres strates, et va pouvoir donc, pourquoi pas, évoluer. On va peut-être pas imaginer les retrouver aussi proches du basket ou du foot que ça, mais en tout cas, voilà, évoluer vers un sport un peu plus majeur. Au passage, comme d'habitude, désolé pour les sons annexes, là je pense que c'est une ambulance qui passe, et moi je n'ai pas d'isolation, j'ai pas d'isolation, mais ce serait un truc auquel j'aurais pensé peut-être à... Voilà, un jour ou l'autre, notamment si je déménage, pouvoir avoir une vraie isolation, parce que je pense que c'est pas très agréable d'avoir ce genre de son. Des fois, surtout à Washington, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous l'imaginez bien, c'est la capitale. On est aux États-Unis, il y a souvent beaucoup d'ambulances, beaucoup de police, beaucoup d'hélicoptères aussi qui passent, donc il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pollution sonore. Et je m'en excuse si vous entendez beaucoup de ces choses-là lors de mes enregistrements, parce que comme je l'ai dit, je suis pas forcément dans une zone isolée, surtout quand je travaille depuis la maison. Ce qui est paradoxal, c'est que les épisodes que j'ai réussi à vous enregistrer depuis le boulot, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup moins ces parasites ou cette pollution sonore. Peut-être pour le coup, voilà, ça fait sens, puisque celle là-bas, ça doit être un peu mieux isolé. Mais bref, commençons vraiment le sujet. Je sais, j'ai fait déjà presque 7 minutes sans encore vraiment rentrer dans le vif du sujet, mais là, il est temps de commencer. Et je vais structurer l'épisode comme ceci. On va d'abord parler en général, c'est-à-dire qu'on va se focaliser un peu sur le top 25, ce qui va nous permettre de voir un peu l'évolution générale de ce top. Ensuite, on va décortiquer un peu plus les résultats par conférence, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les conférences, les grosses conférences. Je ne vais pas faire les 31 conférences, mais simplement on va dire les 3-4 meilleures conférences du pays. Et puis pour finir, je vais parler d'une série, ou en tout cas, oui, on peut dire d'une série qui m'a marqué en particulier sur ces deux dernières semaines. Et vous allez voir, c'est un peu une surprise. Et voilà, on pourra finir tranquillement l'épisode, peut-être avec quelques séries à voir pour le week-end qui arrive, ou quelque chose comme ça. Allez, commençons par le top 25, top 25 qui a donc pas mal évolué en 2 semaines. Déjà, forcément, la première grosse chose à observer, c'est que maintenant le numéro 1, c'est Arkansas. Arkansas, sur ce début de saison, ils font pas de bruit, comme souvent d'ailleurs, souvent très bien placés, et ce qu'on attend, et c'est ce que je disais en preview, c'est de les voir quand les matchs comptent, parce qu'Arkansas c'est une powerhouse de SEC, Coach Van Horn c'est un coach qui va être Hall of Famer, normalement, c'est une équipe qui va assez souvent, assez loin dans le tournoi national, mais qui déçoit dans le sens où elle ne va pas au bout. Par exemple, la saison dernière, ça a été une grosse surprise, elle s'est fait éliminer de son propre regional, donc ça se passait du côté de Fayetteville. Ils se sont fait éliminer notamment face à des équipes comme SEMO. Ils avaient clairement un groupe à leur portée dans ce regional, mais ils ont complètement craqué. Ce qui est marrant à observer avec Arkansas, c'est que les saisons précédentes, et notamment la saison dernière, avec notamment des Hagen Smith, ce genre de joueurs, on faisait très gaffe, on faisait beaucoup
confiance au pitching, tout simplement. L'offense par contre était très 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 moyenne et je pense que c'est ce qui leur a desservi en regional, puisque du coup comme ils étaient vraiment ils comptaient vraiment sur les performances de leur pitcher, il suffit d'avoir un jour sans, surtout dans des matchs couperés comme ça, et si votre pitcher se rate, sachant que vous n'avez pas les capacités offensives de répondre, vous êtes très vite dans l'embarras. C'est ce qui s'est passé. Et cette année, on a l'impression que c'est un peu le contraire. On a une équipe qui est beaucoup mieux dans ses baskets offensivement. C'est peut-être pas la pure offense, voilà. C'est pas une équipe la plus réputée offensivement, on va dire, mais en tout cas, c'est une des grosses offenses pour l'instant cette saison. Là où le pitching, alors qu'ils ont quand même des Gabe Gaeckle, ce genre de joueurs qui sont quand même très bien cotés, le pitching est un peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Il reste très solide, mais attention, c'est pas le pitching dont on entendait parler au début de saison. On parlait clairement du meilleur pitching de la nation. Ce n'est pas le cas, en tout cas, ce n'est pas encore le cas, et du coup, on a quand même une sorte de miroir par rapport à la saison dernière. La saison dernière, c'était pitching d'abord et l'offense, on verra. Cette année, c'est plutôt offense d'abord et pitching, peut-être pas on verra, mais un peu plus en dents de scie. Ça ne les empêche pas d'avoir un bilan global de 30 victoires pour 3 défaites. Ils sont en 11 victoires, 1 défaite en SEC. Après, il faut savoir que la dernière série qu'ils ont jouée, c'était face à Missouri. Missouri, c'est la plus faible équipe de SEC, très clairement. Ils les ont sweepés, donc ça aide aussi à augmenter leur record, leur bilan. Arkansas est donc en tête, mais surtout l'équipe dont j'ai envie de parler, c'est Texas. Texas, on l'a dit, ils changent de conférence, ils arrivent en SEC. On sait que la SEC, c'est quand même la jungle. Ils arrivent aussi avec des idées de jeu nouvelles, avec un coach réputé, qui a été en finale des College World Series la saison dernière, c'est donc bien sûr Jim Schlossnagle. Dans le Texas, il est très connu, il est à la fois adulé et détesté, ça dépend dans quelle fac on est, on va dire, mais en général, on reconnaît son talent. Ça fait une trentaine d'années qu'il est là, et ça fait notamment depuis ses années TCU où il arrive toujours à construire des programmes très solides, très sérieux. Je rappelle que TCU, c'est une équipe qui, notamment dans les années 2010, allait régulièrement assez loin dans le tournoi national, même s'ils ne l'ont pas gagné. Texas A&M était sur une pente très glissante, c'était un peu une sorte de Missouri bis de la SEC avant l'arrivée de Schlossnagle. J'exagère un peu dans le sens où tout n'était pas non plus si grave que ça sur des saisons, mais en tout cas, ils étaient en mal en point quand il est arrivé. Dès sa première saison, même si on voyait des clairs problèmes, ils arrivent quand même à aller jusqu'au College World Series. La saison suivante, c'est un peu plus équilibré, mais ils ne vont pas très loin. La saison 2024, c'est la saison où, notamment via le recrutement de Braden Montgomery depuis Stanford, et l'arrivée à maturité d'un sophomore comme JC Laviolette, sophomore la saison dernière, junior cette année bien sûr, on s'est retrouvé avec une équipe vraiment incroyable. On a eu aussi des retours de blessures comme Ryan Prager qui a été vraiment l'ace de cette équipe et le meilleur lanceur de SEC à la surprise. On parlait beaucoup de Hagen Smith puisque c'était un pur prospect. Mais Ryan Prager a été d'ailleurs drafté, même s'il n'a pas été drafté aussi haut bien entendu que d'autres lanceurs parce qu'il n'était pas aussi coté. Mais il a fait une grosse saison et il a décliné. Je vous rappelle que Texas A&M a donc perdu Schlossnagle et cette saison, Texas A&M, ça va pas très bien. On va en reparler. Pour finir avec Texas, non seulement ils ont un bilan, je pense qu'ils ont le même bilan d'ailleurs que Arkansas, c'est-à-dire 11 victoires, 1 défaite, mais surtout c'est que eux, ils ont vraiment des marquee wins, c'est-à-dire des victoires et des séries qui font, font des sortes de statements. Désolé pour le franglisme comme d'habitude, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ils ont par exemple sweepé Georgia. Je rappelle que Georgia était numéro 3 de la nation avant donc la série face à Texas, et ils les ont sweepés. Par ailleurs, je pense 1 ou 2 séries de cela, ils avaient gagné la série face à LSU qui est une autre quand même grosse équipe, grosse fac de SEC. Et donc avec tout ça, on a eu ce débat de pourquoi c'est Arkansas qui est devant Texas alors que Texas a des victoires face à des équipes mieux classées. Bon déjà, moi toutes ces histoires de rankings, j'ai toujours été un peu extérieur dans le sens où ça compte vraiment quand on se rapproche plutôt du mois de mai. C'est à partir de là où il faut vraiment faire attention. Il y a des métriques derrière, il y a aussi une logique. Ça veut dire que par exemple Arkansas, il n'y a rien qui fait que, alors qu'ils étaient déjà devant Texas, c'est ça qu'il faut comprendre. Texas était numéro 7,
Arkansas était déjà numéro 2. Donc il n'y a rien dans leur résumé qui doit ne pas les voir passer devant Tennessee, donc prendre le spot de numéro 1 par rapport à un Texas qui part de plus loin. Ce qui ne veut pas dire que Texas est moins bon. Faut pas... je pense que ce qu'il faut faire attention, et bon, après moi je vous dis ça, mais je pense pas que vous soyez forcément très dans les rankings du college baseball, mais bon, moi c'est ce que je vois par rapport à ici, les fans d'ici. Je pense que c'est comme partout dans le monde d'ailleurs, hein. On voit souvent cette confusion entre les rankings et la valeur intrinsèque d'une équipe, ou en tout cas ce que l'équipe est en train de montrer. Il y a aussi une logique quand même de continuité dans le classement. Si l'équipe qui était deuxième continue à performer, l'équipe qui est première sous-performe, la première équipe qui est la plus proche de pouvoir dépasser l'équipe numéro 1, c'est l'équipe numéro 2, quoi. Bon, bref, voilou. En tout cas, Texas fait vraiment plaisir à voir. LSU qui se porte quand même pas mal, hein. Ils viennent de sweeper Oklahoma, si je dis pas de bêtises, hein, et en plus à Oklahoma, hein, à Norman, sachant qu'en plus Oklahoma était numéro 10 avant donc cette série. LSU donc se porte plutôt pas bien et finit ce top 3, on va dire. Et là vous allez vous demander, mais où est donc Tennessee ? Tennessee, ils descendent jusque, je pense, à numéro 5, hein, ils doivent être numéro 5 maintenant, puisqu'ils ont perdu une série à domicile qui était un peu un remake de la finale, hein, justement, face à Texas A&M. Et ce qui est assez marrant, c'est que rien ne laissait présager ça, mais du tout. Contexte. Je rappelle, Tennessee, c'est l'équipe qui a été invaincue le plus longtemps sur ce début de saison. Je pense qu'ils ont été en 20-0 hein, à un certain moment. C'est aussi une équipe qui a très bien commencé son calendrier SEC, qui fait partie des équipes de tête. Et elle a rencontré une équipe de Texas A&M qui est clairement dans le dur, clairement dans le dur, qui malgré les grosses performances de ses pitchers n'arrive pas à connecter offensivement. En tout cas, ça c'était avant la série hein, face à Tennessee. Et le premier match, c'est un run rule game, c'est-à-dire que Tennessee a scoré 10 runs ou plus, en l'occurrence 10 runs pile, hein, en moins de 7 manches, et donc ils ont un run rule le match, c'est-à-dire que le match s'est arrêté au bout de 7 manches, avec une victoire donc face à Texas A&M de 10-0. Et quand on voyait ce qui se passait le vendredi, ce qui est un peu la continuité de ce qu'on voyait depuis le début de la saison, surtout pour Texas A&M, parce que 10-0 le score est fort, mais je vais pas vous mentir, Tennessee n'a pas eu besoin de forcer son talent, c'est ça qui fait que ça a été très surprenant la suite. C'est pas comme si Tennessee a montré des compétences incroyables au bâton, ils ont aussi profité d'erreurs ou d'approximations de la défense de Texas A&M, donc c'est à noter. Et il faut savoir, il y avait pas mal d'intempéries prévues et compagnie, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé que le samedi, ça serait directement un double header. Comme ça, le dimanche, vu que la tempête devait arriver dans le Tennessee plutôt le dimanche, du côté de Knoxville, on anticipe tout ça en faisant les deux matchs, donc le samedi. Et, et bien le samedi, Texas A&M a gagné les deux matchs, tout simplement. Et surtout, non seulement ils les ont gagnés, mais ils les ont un peu détruits, pour ne pas dire plus. C'est-à-dire que Texas A&M a notamment frappé 11 home runs. Je peux pas trop vous expliquer, ça fait partie de la joie du baseball, hein, des joies même du baseball en général. Ça reste du sport. Bon, tant mieux pour Texas A&M d'un côté qui était très très mal parti et qui là a l'occasion de vraiment se relancer parce qu'ils accueillent, si j'ai pas de bêtises, South Carolina, et South Carolina pour le coup, ils font un début de saison très compliqué aussi. Et à noter, c'est que même en termes de métriques, ça a fait du bien à Texas A&M parce que même si le RPI normalement va être de plus en plus proche d'être effacé, et bientôt on va aussi compter sur d'autres métriques, c'est toujours la métrique principale. Le RPI de Texas A&M est passé de 110 à 58, c'est-à-dire qu'ils sont revenus dans le top 60 en termes de RPI. C'est quand même beaucoup plus intéressant pour eux, sachant que on a la mi-saison, là chaque série va compter et ils n'ont pas un calendrier facile, hein. Je rappelle qu'ils doivent jouer notamment LSU dans pas si longtemps que ça. Je me demande même s'ils ne doivent pas se déplacer du côté d'Arkansas. En tout cas, ça fait plaisir pour Texas A&M, ça fait beaucoup moins plaisir du côté de Tennessee pour les Vols, qui donc sortent du top 3, sortent de leur première place et sont 5e si je dis pas de bêtises. Et entre donc toutes ces équipes de tête, on avait une équipe ACC, hein, on va dire une irréductible, c'est un peu la petite Gaule face aux Romains, c'est Clemson qui a sweepé Cal
Bon, Clemson, ils font pas de bruit, mais ils sont toujours là. J'aime bien l'approche de Eric Bakich, j'en avais déjà parlé même en preview, ça fait 2-3 saisons qu'il est là, je pense que c'est en 2023 qu'il est arrivé, 2022 ou 2023, mais bref, on a vu le redressement. Dès la mi-saison 2023, ils sont devenus une des places fortes en très peu de temps. Ils ont recruté malin, ils ont récupéré des joueurs comme Cam Canerala qui sont des joueurs très forts, des très hauts prospects, mais ils sont entourés surtout de joueurs très intéressants en termes de talent pur. Donc il y a bien sûr Cam Canerala, il y a aussi Aiden Knack, le pitcher, l'Ace, le jeune Ace, parce que lui il est sophomore, mais ils sont bien entourés. Il y a un mix d'expérience et de jeunesse, il y a du dynamisme surtout. On n'hésite pas à jouer différents types de baseball. C'est un peu ce que j'ai dit pour d'autres équipes, mais j'ai l'impression que les coachs, forcément, il y a un peu d'espionnage, il y a un peu de copie, il y a un peu de on suit les tendances. Les coachs reviennent à plus de mélange, plus de finesse, plus d'équilibre, plus de balance. Je sais, j'ai trouvé tous les synonymes possibles, désolé. Mais tout ça pour dire que on a eu cette fin des années 2010, début des années 2020, où on était clairement parti sur du copie de MLB. C'est-à-dire qu'on sait que statistiquement, vous jouez small ball, vous avez plus de chances d'avoir des joueurs sur base, mais vous prenez plus de risques de ne pas scorer beaucoup de points. Vous frappez des home runs, forcément vous marquez des points assez vite. Surtout si vous avez des joueurs déjà placés sur base, et compagnie, et compagnie. Je vais pas vous expliquer ça trop en détail, je pense que c'est assez clair. Mais du coup, on a vu ce shift, notamment en SEC, où on voyait de plus en plus d'équipes jouer clairement sur la puissance. Je peux citer notamment Georgia jusqu'à la saison dernière, pour ne citer que. Et ça devenait presque une caricature, en fait, de baseball. Et bien là, pour l'instant, ce que je vois cette saison, c'est qu'il y a vraiment un gros mélange. On retrouve de plus en plus, ça n'avait pas disparu non plus, mais on retrouve de plus en plus des squeeze play, de la tactique, tenter surtout de déstabiliser l'adversaire en ne jouant pas de manière stéréotypée. Et je pense que dans n'importe quel sport, c'est important, mais d'autant plus en baseball. Et donc Clemson, avec ce mélange, cet artifice, cette potion magique, on va dire, que nous concocte Eric Bakich, eh bien, il se retrouve quasiment tout en haut de la ACC. Ils sont bien partis pour encore une fois jouer les troubles faits, pourquoi pas hoster un regional, même si on est à la moitié de saison. On sait bien que tout peut aller très vite en baseball, mais voilà. Modulo les blessures ou autres, c'est une équipe qui est très solide et qui donc finit notre top 5 en 4ème position. Donc je rappelle, Arkansas, Texas, LSU, Clemson et Tennessee. Ensuite, on a des équipes qui sont très intéressantes, des équipes qui revivent. Je pense à Ole Miss. Ole Miss notamment est 6ème. Oregon State, c'est une équipe qui est toujours là, toujours bien placée. Ils sont 8ème par exemple. On a des équipes mid-majors qui restent très intéressantes, comme UC Irvine qui est dans le ventre mou de ce top 25. Et une équipe aussi qui est très intéressante à voir en ce moment, c'est UCLA. L'équipe de John Savage d'ailleurs qui a, je pense, mais il a obtenu sa 700e victoire sur le banc de UCLA, c'est quand même à noter. L'équipe de UCLA revit cette saison. En Big Ten, c'est la première équipe en saison régulière pour l'instant, ils sont en 10 victoires, 2 défaites. Si très rapidement, on a parlé d'Oregon comme une équipe qui avait l'air de survoler la Big Ten, au final, ils continuent à gagner des séries, mais c'est pas des sweeps, donc c'est pas aussi impressionnant que ce qu'on a pu voir du côté de UCLA. En général, les équipes Pac-12 s'en sortent plutôt pas mal en Big Ten, puisque la moins bonne entre guillemets équipe en Big Ten côté ex-Pac-12, c'est USC qui est en 9 victoires, 6 défaites, donc c'est très intéressant pour eux. Washington, ça c'est une belle surprise pour le coup, ils sont en 8 victoires, 4 défaites. Tandis donc qu'Oregon est en 10 victoires, 5 défaites. Oregon, puisque c'est une des séries que j'ai suivi le week-end entre quelques matchs de basket et compagnie, ils ont explosé sur les 2 premiers matchs Michigan, mais ils ont perdu, et surtout assez bêtement je trouve, le dernier match pour compléter le sweep, ils l'ont pas complété. Et c'est marrant parce que ça fait écho avec un épisode de podcast que j'écoutais de D1 Baseball où ils expliquaient que des fois ils ont l'impression que Oregon est trop sûr de ses forces et ne se donne pas à fond. Est-ce que c'est vrai ? J'ai envie de les croire, ce sont des experts, et puis j'ai l'impression d'avoir vu comme par hasard ce qu'ils venaient de dire en podcast sur ce 3e match. Après ça peut se comprendre, l'influx nerveux est tel que mentalement déjà c'est fatigant de jouer des séries, il faut se rappeler de ça reste du sport de haut niveau malgré tout. Et surtout quand on sait que quand on gagne 2 matchs sur 3, on est déjà assuré de gagner une série, peut-être qu'il y a inconsciemment un peu plus de relâchement sur le 3e match. En tout cas, donc,
UCLA est numéro 10 en ce moment de la nation en termes de top 25. Et puis voilà, il y a des équipes qu'on attend comme d'habitude, hein. Je pense à North Carolina qui est en train de se refaire une petite santé après un début de saison ACC plutôt compliqué. Vanderbilt qui a sweepé Florida à Florida pour la première fois de son histoire, si je dis pas de bêtises, se refait une petite santé aussi. Il y a des équipes de ACC comme Louisville et Georgia Tech. Si vous vous rappelez de la pré-saison, je les ai mis plutôt dans la zone moyenne parce qu'ils étaient sur des saisons un peu plus compliquées. Mais ça reste des places fortes, hein, du baseball universitaire national. Là aussi on voit un certain revival, hein. Deux équipes qui sont aussi tout en haut de la ACC. Et puis voilà, il y a des équipes, j'en ai parlé comme UC Irvine, il y a des équipes comme Southern Miss pour les mid-majors, Alabama est toujours là, Florida State est toujours dans les parages. Donc voilà. Le top 25, hein, je le rappelle, c'est chaque semaine et en général je le retweet. Peut-être des fois je fais un petit quote, hein, c'est-à-dire que j'explique un peu rapidement ce qui s'est passé, mais voilà, ou sinon je le retweet tout simplement. Mais chaque semaine il est là, donc chaque semaine vous pouvez le voir. Souvent je le retweet, et même maintenant je le mets même sur les stories Insta aussi, parce que je les suis aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à le consulter si vous le voulez. Voilà. On va faire une première pause et ensuite on va rentrer un peu plus dans les conférences en faisant SEC, ACC pour sûr, et après on va voir en fonction du temps qui m'est imparti si je peux aller un peu plus loin. J'arrive. La SEC donc, la première chose à noter, c'est bien évidemment que dans cette conférence, il n'y a peu, voire pas d'équipe avec un bilan négatif. La seule équipe avec un bilan négatif au global, c'est Missouri, avec 12 victoires et je pense 20 défaites à l'heure où j'enregistre. La deuxième équipe avec le bilan, le plus mitigé, c'est Texas A&M avec 17 victoires, 15 défaites, donc c'est déjà au-dessus des 50% de victoires. Et maintenant, si on rentre un peu plus dans la SEC, on a des équipes qui caracolent en tête, hein. C'est donc Arkansas, comme j'ai parlé dans le top 25, et Texas, avec 11 victoires, 1 défaite. Ensuite, on retrouve LSU avec 10 victoires, 2 défaites. Tennessee avec 9 victoires et 3 défaites. La série perdue face à Texas A&M fait quand même assez mal, hein, pour cette équipe. Rien de rédhibitoire, bien entendu, mais voilà. C'est pas quelque chose qui est facile à gérer. On a Georgia qui a eu une belle occasion aussi de se montrer, surtout au niveau national, puisqu'on parlait beaucoup d'eux face à Texas. Ils se sont bien ratés, ils sont en 8-4, donc rien de rédhibitoire, hein. Ils sont largement en positif, mais ça veut dire qu'ils étaient en 8-1 avant ce week-end. Ole Miss continue son bonhomme de chemin avec 8 victoires, 4 défaites. Alabama, ça reste un peu comme Vanderbilt, hein, 7 victoires, 5 défaites, ça reste positif malgré tout, dans une conférence qui est quand même, comme je dis à chaque fois, c'est la jungle, et le calendrier n'est jamais évident. Il y a des équipes que j'aime bien, même si elles commencent à être à la limite des 50% ou un peu en dessous, c'est Oklahoma, Kentucky. Surtout Kentucky, on savait pas à quoi s'attendre, puisque comme je le disais, il y avait un exode, hein, quand même des forces de la saison dernière qui les ont amenés jusqu'au College World Series. On est un peu en mode reconstruction, mais malgré tout, on n'a pas une saison ouf, on a une saison plutôt moyenne, hein. Mais ils sont 5 victoires, 7 défaites en SEC, 18 victoires, 12 défaites au global. Donc ça reste, somme toute intéressant, intriguant. Oklahoma, ils avaient bien commencé, d'ailleurs le bilan global le montre, ils sont en 23 victoires, 9 défaites seulement, mais ils sont en 5-7 dorénavant parce qu'ils se sont fait sweep. Là justement face à, j'ai déjà oublié, j'ai un trou. Je le sais par cœur en plus. LSU, bien sûr. LSU les a sweepés du côté de l'Oklahoma. À voir comment ils vont rebondir, mais rien n'est rédhibitoire, hein. Ils sont pas loin de 50%. Encore une fois, le bilan global est très bon. Et l'autre équipe pour laquelle je suis plutôt content de ce début de saison, c'est Auburn. Alors il y a clairement des hauts et des bas. Auburn, c'est 23 victoires, 10 défaites au global. C'est 6-6, donc parfaitement à l'équilibre. Il y a eu des occasions de pouvoir faire mieux, ils les ont loupés, mais malgré tout, ça reste plutôt solide. On va voir comment ils arrivent à continuer, hein, alors que le calendrier reste toujours, comme je dis, assez compliqué. Et maintenant,
Si on regarde un peu plus dans la dernière partie de cette SEC, on a des équipes pour lesquelles ça commence à devenir compliqué. Alors Missouri, ils n'ont aucune victoire, 0 victoire, 12 défaites. C'est clairement normalement foutu pour eux d'ores et déjà, en termes de saison régulière encore une fois. Florida est en 1-11, puisque je pense qu'ils ont subi 3 sweeps de suite, et notamment le dernier à domicile face à Vanderbilt, ce qui n'était jamais arrivé auparavant à domicile face à une telle équipe. Donc Florida, je pense que déjà ce qu'il faut noter, c'est que au global ils sont en 21-14, donc ça reste bon. C'est juste qu'en SEC pour le coup c'est pas ouf. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que quand on parle de ces histoires de métriques, et notamment le RPI, ils sont 37e au niveau du RPI, donc ils sont quand même très bien classés, ce qui montre encore une fois qu'ils ont, comme chaque saison, un calendrier assez ouf, et ça leur permet, grâce à cette force de calendrier, de toujours être considérés malgré des saisons plus moyennes que d'autres facs, tout simplement. Donc c'est pas encore la sonnette d'alarme, mais ils vont être obligés clairement de commencer à empiler les séries victorieuses, puisque 1-11, même s'ils ont un très bon RPI, il faudrait quand même qu'ils aient au moins 12 ou 13 victoires à la fin de cette saison régulière de SEC pour pouvoir être considéré ou considérable, on va dire entre guillemets. Après bien sûr il y a le tournoi de SEC qui vous permet d'avoir un bid automatique si vous le remportez, mais bon voilà, ça reste quand même une jungle et tout, donc je pense qu'ils voudront tout faire pour pouvoir se rapprocher un peu plus de ce reach là dont j'ai parlé, cette target de 12-13 victoires à minima. South Carolina pour le coup c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, encore une fois, en termes de bilan global, c'est 20 victoires, 14 défaites, c'est pas rédhibitoire. C'est 2 victoires, 10 défaites en SEC, mais ils ont clairement l'air, au contraire justement d'un Florida ou même d'un Texas A&M, ils ont clairement l'air d'être en dessous. Alors, je vais pas les mettre au même niveau que Missouri non plus, mais pour l'instant, c'est l'équipe qui m'a le moins rassuré, on va dire, si je puis le dire comme ça. Peut-être pas rassuré, mais en tout cas qui est vraiment une des équipes les plus compliquées à avoir joué. C'est pas ouf du tout. Leur calendrier hors conférence les aide à avoir un bilan quand même intéressant, mais après en termes de RPI c'est pas si ouf que ça, parce qu'ils ne rencontrent pas forcément la même adversité que d'autres facs se permettent de rencontrer en calendrier hors conférence. Donc ça sent pas très bon. Eux je le dis clairement, pour qu'ils aient un bid at large, c'est minimum 13-14 victoires en SEC, et pour l'instant ils n'en ont que 2. Il y a encore le temps bien sûr, mais voilà, c'est pas fait du tout, hein. Et ensuite on a les équipes comme Texas A&M et Mississippi State. Alors les deux équipes sont décevantes, surtout pour Texas A&M, on en a parlé et reparlé. Mais même Mississippi State, c'est quand même en dessous de ce que j'imaginais. Je les aurais plus vus dans un 5-7 ou un 6-6 pour ce début de saison. Ça risque de se gâter encore plus puisque le calendrier n'est pas forcément des plus cléments avec eux. Enfin, je veux dire, de toute façon, en SEC, votre calendrier n'est jamais clément, quoi qu'il en soit. Mais vraiment, ça va être très compliqué pour Mississippi State dans le sens où, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de choses très positives qu'on peut voir de leur côté. Par contre, c'est vrai que là, ils ont un bilan de 3-9. Ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus gérable, entre guillemets. Hein. Et vous me direz, il n'y a que 2 victoires entre eux et Florida, mais même psychologiquement, un 3-9, vous vous dites, vous arrivez à gagner 2 séries, où vous êtes par exemple en 7-11. 7-11, vous voyez la fin de saison comme un sprint, quoi. En 7-11, vous pouvez très bien même finir à l'équilibre, au final. Donc, ça reste palpitant en tout cas. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce que sinon le podcast va durer 20 000 ans. Mais c'était la petite photo de la SEC à un peu plus de la mi-saison. Donc clairement, il y avait des équipes qui déçoivent, hein, Texas A&M en tête. Il y a des équipes qui surprennent Texas, pour le coup. Le dénominateur commun, c'est Jim Schlossnagle, et je ne veux pas remuer de couteau dans la plaie à qui que ce soit. Et puis voilà, il y a les équipes qu'on attendait, comme Arkansas, LSU, Tennessee. Les équipes qu'on n'attendait pas, comme Missouri, qui sont un peu à leur rang. Voilà pour la SEC, on va passer sans plus tarder à la ACC. En ACC, il y a clairement des surprises, hein, des mauvaises surprises. Je pense directement à UVA. UVA, je l'avais dit, hein, en début de saison, j'étais pas trop inquiet, puisque voilà, ça reste une équipe qui a l'habitude. On est quand même à un peu plus de la mi-saison maintenant, et leur bilan est de 7 victoires, 8 défaites. Enfin, c'est clairement la mi-saison de conférence en tout cas. 7 victoires, 8 défaites. Il y a des séries bien cracra. Difficile de savoir sur quel pied danser avec UVA pour l'instant cette saison.
Et même au bilan global, ils sont qu'en 18 victoires, 13 défaites. Donc c'est pour vous dire que voilà, il n'y a rien de vraiment très 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 positif. Ils sont clairement dans la deuxième partie du tableau de ACC. Une autre équipe qui pour moi surprend dans le mauvais sens maintenant, c'est Stanford. Stanford avait très bien commencé, c'était même dans le top 10 à un certain moment du top 25 des baseball. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient, si je ne dis pas de bêtises, ils avaient sweepé Duke, quelque chose comme ça. Hein. Ils avaient très bien commencé la saison, ils avaient battu, justement je pense non, ils n'ont pas battu UVA, pardon. Ils ont battu North Carolina, je me rappelle parce que j'avais vu la série, j'en avais même parlé. Ils ont sweep Duke, mais depuis c'est la débandade. Je pense que là ils sont sur... ils doivent être sur 8 ou 9 défaites d'affilée, quelque chose comme ça. C'est sûr même, parce que c'était 5-1 au début, ouais. Donc c'est ça. Ils sont sur 9 défaites d'affilée, parce que maintenant ils sont en 5-10. Ça veut dire qu'ils se sont fait sweep sur les 3 dernières séries ACC, et notamment face à UVA. Ils permettent à UVA de se relancer, quelque part. Une autre équipe qui est un peu décevante pour moi, c'est Duke, même si ils ont l'air de s'être relancés. Bon, il y a eu la petite rechute à North Carolina, mais North Carolina est quand même une équipe qui est meilleure sur le papier que Duke. Duke, pour l'instant, c'est 8 victoires, 7 défaites, tout comme North Carolina d'ailleurs, en termes de ACC, mais même en bilan global, c'est 23-12, quand on voit un North Carolina qui est quand même à 25-8. Donc, très clairement, ce sont des équipes qu'on imaginait voir un peu plus haut. Maintenant, le reste, quand je regarde le bas du tableau de la ACC, en toute dernière position, on a Notre-Dame. C'est plus compliqué que ce que j'avais imaginé, je les avais pas imaginés tout en haut de la fiche, bien entendu, je les avais mis, si vous vous rappelez, dans ma zone basse ou tout en bas de la zone moyenne lors de ma preview, ce qui tend à prouver que c'était un classement legit, mais je pensais pas qu'ils seraient vraiment dans une telle délicatesse. Ils sont en 3 victoires, 12 défaites, donc très compliqué, pardon. Boston College aussi, je dirais même Miami. Ces équipes-là, je m'attendais à mieux. Et je dis pas que je les voyais forcément être en haut, mais j'imaginais très clairement un milieu de tableau à mi-saison. Un 7-8 par exemple pour Boston College. Miami, ils ont moins joué. Pour ça, ils n'ont que 12 matchs, c'est-à-dire qu'ils n'ont que 4 séries. Mais ils sont en 4-8 à l'heure où j'enregistre. Faut le savoir, j'en avais parlé, mais Miami, c'est quand même l'équipe qui a le plus de turnover d'une saison à l'autre. Donc on peut aussi un peu plus le comprendre et atténuer et leur trouver des circonstances justement atténuantes. Mais malgré tout, ça reste des équipes pour moi qui déçoivent sur ce début de saison. Pitt, pour moi, c'est pas décevant, c'est clairement plutôt là où je les voyais, parce qu'ils ont un bilan au global qui reste au-dessus des 50%, 17 victoires, 14 défaites. Mais en ACC, c'est compliqué pour Pitt. Ils ont des bons joueurs, ils ont des joueurs solides, comme leur première base, Luke Cantwell, mais ça me paraît trop difficile pour une équipe comme Pitt. Cal est en 6 victoires, 9 défaites, et j'ai l'impression que c'est limite un peu au-dessus de ce que j'imaginais, même s'ils ont eu ils ont eu des performances quand même remarquables, mais là ils viennent de se faire sweeper, je pense justement lors du week-end dernier, ce qui n'aide pas à leur bilan. Dans tous les cas, c'est plutôt du ventre mou pour l'instant de la ACC, donc c'est quand même bien vu, enfin bien joué de leur part entre guillemets, on va dire. Et si maintenant on remonte dans le classement, je vais aller dans l'ordre du moins haut au plus haut pour finir cette partie-là. On a NC State qui après un début de saison catastrophique s'est bien relancé. Ils sont comme d'habitude cet épouvantail de la ACC. Ils sont en 7 victoires, 5 défaites au final, 22-11 au global. Ils sont là. La belle surprise pour moi, la première belle surprise pour moi, c'est Virginia Tech. Ils sont en 9 victoires, 6 défaites. Ils avaient notamment sweepé Wake Forest, et ça m'avait choqué, à Wake Forest. Ils sont à 23-10 au global. Ils sont juste derrière justement Wake Forest qui a le même bilan en ACC, mais qui a un meilleur bilan au global puisqu'ils ont joué un match de plus, à 24-10. Wake Forest, c'est une équipe qui était classée, qui était rankée, qui a beaucoup de talent, qui est peut-être un peu irrégulier par rapport à ce qu'on pourrait attendre, mais il y a encore du temps et surtout ils sont quand même bien placés dans la roue des leaders de la ACC. La deuxième belle surprise, c'est le retour au premier plan de Louisville, sauf jusqu'à présent, ils sont en 8 victoires, 4 défaites, donc ils ont joué une série de moins que d'autres. Ils sont à 25-7 au global, ils ont des joueurs comme Zion Rose, dont j'avais parlé, qui sont très bons, très dynamiques, dont on va certainement entendre parler de plus en plus. Et j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui s'est créée. Florida State est bien. Ils sont 3ème de la conférence, même bilan que Louisville.
un tout petit peu décevant puisque là ils viennent de perdre ce week-end alors qu'on n'imaginait pas perdre aussi, entre guillemets, aussi facilement, et je pense justement que c'était contre Wake Forest, si je dis pas de bêtises. Peut-être que là j'ai dit bêtises. Je réfléchis. Ouais, je pense que c'est Wake Forest. Ils avaient gagné le premier match d'ailleurs, ils étaient à domicile aussi. Ils ont gagné le premier match derrière, bien sûr, Jamie Arnold au pitching, mais les deux autres matchs, ils se sont fait exploser, un peu à la Tennessee. Alors est-ce que c'est un accident de parcours? Est-ce que c'est quelque chose dont il va falloir se méfier côté Florida State? L'avenir nous le dira. Mais bon, rien d'alarmant, ils sont toujours en haut, ils sont bien classés, même en termes de top 25, ils sont quand même dans le top 10 jusqu'à présent, si je dis pas de bêtises. Donc rien de rédhibitoire. Et donc la surprise dont je voulais parler avant de parler du premier, c'est Georgia Tech. Georgia Tech aussi de retour au premier plan, l'équipe de Danny Hall, l'un des coachs les plus victorieux de l'histoire, je le rappelle quand même, avec plus de 1300 victoires en carrière, a relancé une fac qui était un peu plus moribonde ces 2-3 dernières saisons, alors que c'est une fac qui a l'habitude quand même de nous montrer des choses même au niveau national. Là en ce début de saison ils sont 11 victoires, 4 défaites, 26-7 au global. Tout se déroule bien, on va voir comment va se passer la deuxième partie de ACC, parce qu'ils n'ont pas un calendrier des plus faciles non plus. Et donc tout en haut, on retrouve les Tigers, Clemson, comme j'en ai déjà parlé lors du top 25, donc je ne vais pas épiloguer, mais c'est 9-3 au global, enfin 9-3 en ACC, pardon, 31-5 au global, ça roule, tout va bien. Comme j'ai dit, un jeu très dynamique, un jeu très varié, un bel équilibre dans le jeu proposé. On a un Cam Canela qui monte en puissance, et ça tombe bien puisque la draft le concerne. Et j'ai envie de dire que voilà, pour la ACC, il y a, comme j'ai dit, quelques surprises dans les deux sens, mauvais et bon. Et puis il y a des équipes qui prouvent, comme Clemson, qu'il va falloir compter sur elles encore une fois cette saison, et pourquoi pas au niveau des College World Series si tout se passe bien pour eux. Et j'ai envie de dire que je vais m'arrêter là pour la ACC, et je vais faire une nouvelle pause rapide. J'arrive. J'ai envie de finir cet épisode par vous donner rapidement les classements de Big 12 et de Big 10, et ensuite vous parler d'une fac qui est en train de monter, on en parle de plus en plus. Tout d'abord rapidement, donc en Big 12, voilà, il y a une équipe qui allait vraiment mal, qui a réussi un sweep qu'il fallait en fait, c'est Oklahoma State qui est quand même le favori à la base de cette Big 12, surtout maintenant que Oklahoma et Texas ne sont plus là. Là, à l'heure actuelle, ils sont en 4 victoires, 6 défaites, mais il faut vous rendre compte qu'ils viennent de sweeper Kansas State. Sans ça, ils seraient peut-être à plus basse échelle. C'est pour vous dire à quel point leur début de saison est catastrophique. Même en réussissant ce qu'ils viennent de réussir, ils sont à peine à l'équilibre en bilan global. C'est-à-dire que leur problème ne se passe pas que en Big 12, mais au niveau global. Et pourtant, ils n'ont pas eu le calendrier non plus le plus démentiel de l'histoire de la fac. Ils sont en 15-15 à l'heure où j'enregistre. On espère que voilà, cette étincelle, grâce à la victoire face à Kansas State qui avant, donc ce week-end était en 8 victoires, 1 défaite en Big 12, on espère que ça va un peu relancer les Cowboys. On va donc voir, déjà que chez les filles ça va pas fort, parce que je vous l'ai dit, je regarde le match, mais là elles sont pas loin maintenant d'être run rule alors qu'elles menaient 3-0. Là maintenant, alors j'enregistre, il y a 9-3. Donc voilà. On ne porte pas beaucoup de chance aux Cowboys en général. Une équipe qui a été une belle surprise la saison dernière, c'est UCF, qui a beaucoup plus de mal cette saison pour l'instant. Ils sont en 3 victoires, 9 défaites, et au global ils sont en 18-14. Donc ça paraît un peu compliqué pour eux. Utah n'a pas réussi à faire la bonne transition entre la Pac-12 et la Big 12, puisque c'est la dernière équipe de ce classement en 2-10. BYU est en 4-8, mais voilà, clairement, même en preview, je vous l'avais dit, c'est pas une grosse fac. Texas Tech, Houston, Baylor ont le même bilan. Pour Texas Tech, c'est toujours un peu dommageable de les voir à pareil problème, on va dire, parce que même leur bilan global est de 9 victoires pour 20 défaites. 5-7 encore en Big 12, ça va. Et là, ils se relancent encore une fois. Mais en termes de bilan global, 9 victoires, 20 défaites, c'est très très faible. Houston, Baylor sont quand même beaucoup mieux. Notamment Baylor qui réussit quand même un début de saison plutôt satisfaisant. 21-11 au global, même si à 5-7, je veux dire, c'est pas... voilà, par rapport à l'équipe de Baylor qu'on a vu les saisons précédentes, qui était clairement la pire équipe de Big 12, là, il y a une belle progression. Il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe, d'ailleurs, il faut le rappeler. Cincinnati est pile à l'équilibre
avec 19 victoires, 13 défaites au global et donc 6-6 en conférence. Kansas State et les deux facs d'Arizona plus TCU sont tous en 8-4. Arizona qui vient justement de remporter la série du côté de Arizona State, donc on va dire le derby, avec un Mason White qui a été très bon. Lui qui est passé un peu dans l'ombre de Brandon Summerhill, c'est assez marrant, on dirait qu'ils se tirent la bourre les deux par rapport à la draft. Mais bref. Attention à TCU, 25-9 au global, 8-4. On n'entend pas trop parler d'eux cette saison par rapport à l'écroulement qu'ils ont eu la saison dernière. Mais c'est une équipe qu'il va falloir surveiller puisque clairement, dans le top 3 de leur conférence, un très bon bilan, ça sent l'équipe proche du top 25 quand même, si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, en tête, on a donc West Virginia, l'autre équipe qu'il va falloir surveiller, un 27-4 au global, 7 victoires, 3 défaites. Et tout en haut, on a la belle surprise de cette saison. C'est une surprise oui et non, c'est Kansas. Je dis oui et non parce que c'est une surprise par rapport à d'autres équipes qui déçoivent comme Oklahoma State par exemple. Mais surtout, c'est une surprise puisque Kansas n'est pas une fac habituée à être tout en haut de la Big 12. On l'avait quand même pré-shot entre guillemets dans la preview où on expliquait que c'est une équipe qui est très expérimentée, qui est un groupe très sérieux, qu'il ne faut pas sous-estimer, et surtout en baseball, quand vous avez autant d'expérience, que vous avez une équipe qui est très bonne défensivement, en général ça fait des étincelles, et c'est le cas de Kansas. Il n'y a pas de grosses stars, mais par contre il y a des joueurs très solides à chaque position. Le pitching staff aussi est plutôt solide, pas incroyable, mais plutôt solide. Et c'est un peu la recette du succès pour Kansas qui, pour l'instant, est donc avec un bilan de 9-3 tout en haut de la Big 12. On passe sans transition à la Big 10. La Big 10, je vous l'ai dit, UCLA tout en haut avec 10 victoires, 2 défaites. Tout va bien pour eux, on va pas épiloguer. Iowa retrouve des standards plus proches de ce qu'on pouvait imaginer pour une telle fac. Ils sont en 12 victoires, 3 défaites. Et ils devancent d'ailleurs notamment Oregon qui est en 10 victoires, 5 défaites. Et Washington qui est en 8 et 4. Indiana fait du Indiana. C'est plutôt sympa, un poil en deçà de ce qu'on pouvait imaginer, parce qu'ils sont 19-14 au global, 9-6 dans la conférence. 9-6, c'est le même bilan pour USC dont on a parlé, et Penn State. Moi, j'adore ce que fait Penn State sous Mike Gambino. C'est peut-être pas encore le gros épouvantail, mais c'est dans la bonne direction. C'est 21 victoires, 10 défaites au global, et donc 9-6 en conférence. Ils ont notamment d'ailleurs gagné une série face à Indiana, à noter. Illinois, dont j'avais très peur, parce que le début de saison était assez compliqué, ils se sont bien relancés, ils sont actuellement en 7 victoires, 5 défaites, et un bilan global de 18 victoires, 12 défaites. Michigan qui a réussi à récupérer un match à Oregon étant 19-14 et 8-7 en termes de Big Ten. Northwestern, attention, Northwestern, alors c'est pas une fac normalement qui va se battre pour les strapontins de la Big Ten ou même pour aller au tournoi national, mais par rapport, je vous rappelle la prévue, c'est l'équipe que je voyais très clairement en dessous du reste. Ils sont en pleine reconstruction toujours. On ne voit pas on ne voyait pas le bout du tunnel avant le début de cette saison, et même le tout début de saison était dans la lignée de ce qu'ils nous ont montré, c'était assez difficile. Mais depuis, ils se sont bien relancés. Ils sont en 6-6 actuellement dans la conférence. Donc 2 séries gagnées, 2 séries perdues, et ils ne se sont pas fait sweep une seule fois. Et en termes de bilan global, ils sont pareils à 50%, 15 victoires, 15 défaites. Donc bravo à eux sur cette moitié de saison, c'est très intéressant pour eux. On a ensuite une équipe comme Rutgers qui est en 16-17 et en 5-7, c'est assez décevant, mais c'est pas l'équipe la plus décevante, puisque là on va arriver dans les équipes qui déçoivent beaucoup. Alors, Michigan State ne déçoit pas dans le sens où ils ont 17 victoires, 14 défaites au global, 4-8 en Big Ten. On pouvait espérer un chouïa mieux, mais c'est clairement leur range, on va dire, leur intervalle. Par contre, Nebraska, Maryland, va falloir qu'on m'explique. Nebraska, c'est 4 victoires, 8 défaites, 15-18 au global. Et Maryland, c'est 3 victoires, 9 défaites, 15-19 au global. Je rappelle quand même que, déjà moi dans ma prévue, je les voyais quand même beaucoup plus haut. Mais au-delà de ça, c'est que même en termes d'effectifs, ils font partie des plus gros effectifs de cette Big Ten. Je sais que c'est pas des facs, par exemple si vous suivez le football universitaire, c'est peut-être pas des facs, surtout ces dernières années, dont vous allez entendre beaucoup parler, où vous allez peut-être avoir ce biais cognitif qui va vous dire non mais Maryland, voilà. Mais en baseball, je rappelle surtout sous Rob Vaughn, la fin des années 2010 et début des années 2020, Maryland était un tyran, tout simplement. Entre 2021 et 2023, ils n'ont pas perdu une seule série de Big Ten. Même là, avec malgré le départ de pas mal de joueurs à la draft, notamment Macho. Macho d'ailleurs que je pense avoir vu en MLB là récemment, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je suis quasiment sûr. Mais bref,
Et puis bien sûr avoir perdu Rob Vaughn. Malgré ça, ils ont quand même un effectif. Ils n'ont pas un effectif de 3 victoires, 9 défaites, quoi, très clairement. Donc je sais pas, j'ai pas trop pu suivre non plus leur début de saison, mais je sais que voilà, avoir un tel bilan à ce moment-là de la saison, à mi-saison, c'est quand même compliqué pour une fac telle que Maryland, qui quand même ambitionne des choses beaucoup plus importantes en termes de baseball universitaire. Donc on va voir un peu comment ça continue. Et donc ensuite tout en bas, Purdue a le même bilan que Maryland, avec 3 victoires, 9 défaites. Ils ont un bilan au global qui est quand même beaucoup plus intéressant, puisqu'ils ont 20 victoires, 12 défaites. Le problème, c'est qu'ils sont sur une losing streak de 7 défaites d'affilée quand même. Donc après un début de saison tonitruant, là, ça cale côté Purdue. Minnesota et Ohio State finissent et ferment la marche avec 2 victoires, 10 défaites dans la conférence. Et Ohio State, pour l'instant, l'effet Justin Hare, au niveau du bilan comptable, ne se retrouve pas. Après, attention, ça doit être un coach réputé, surtout sur ce qu'il a fait à Campbell. Faut quand même lui donner du temps. Il y a un effectif à construire, il y a des choses à voir. Ce qui est dommage, c'est que c'est Ohio State, quand vous les voyez jouer, c'est une équipe qui fait vraiment plaisir à jouer. C'est du baseball total. C'est très athlétique. Ça se bat sur chaque possession, on va dire entre guillemets. Donc quand je dis chaque possession, chaque manche, chaque lancer, chaque at-bat, c'est très dynamique. C'est vraiment le côté athlétique et dynamique qui est très intéressant. Et des fois, en fait ils ont une sorte de chaos en eux. Et ça peut casser comme ça peut réussir. Je rappelle le match que j'avais vu là, pour moi le meilleur match pour l'instant de cette mi-saison, enfin de cette première moitié de saison, c'était donc Ohio State face à Alabama. Ils menaient à un moment même 10-0, je pense en bout de 4 manches, et ils ont perdu 12-10, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Bref, c'était un match fou. Mais ce match-là est un peu le résumé de ce que fait Ohio State en ce moment sur ce début de mandat de Justin Hare. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas trop de choses à dire, si ce n'est qu'il va falloir que ça progresse, bien entendu. Peut-être que lui aussi il va aussi mettre beaucoup plus la main à la pâte les saisons prochaines en amenant des joueurs qu'il veut amener, en recrutant via le portail des transferts par rapport au JUCO, aussi à réussir à attirer des jeunes, parce que dans l'Ohio, mine de rien, il y a quand même du vivier en termes de joueurs de baseball, et j'étais assez surpris de voir un peu tout ça. Et donc va falloir un peu les convaincre de rester régional, on va dire. Pour Minnesota, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'était un peu prévisible pour le coup. Donc encore une fois, la grosse surprise, c'est Northwestern, pour l'instant en positif. En négatif, c'est Nebraska-Maryland. Le reste, il n'y a pas de grosses surprises positives. Les équipes de Pac-12 qui viennent d'arriver sont toutes plutôt en haut de l'affiche. Pour UCLA et Oregon, ça fait sens. Pour Washington, c'est plutôt une belle surprise, mais c'est pas non plus incroyable. Et donc j'en ai fini avec cette Big Ten et cette Big 12. Et pour finir ce podcast, j'ai envie de parler très rapidement de Western Kentucky. Pourquoi Western Kentucky ? Qui est Western Kentucky ? Que font-ils là ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait c'est simple. Western Kentucky, ça fait partie de ces programmes qui ne payent pas de mine entre guillemets, mais qui récupèrent des coachs avec des visions notamment court terme, moyen terme, long terme, pour un peu reshape en fait tout le département baseball, et donc pas forcément l'équipe qu'ils vont mettre sur le terrain, mais repenser un peu toute la stratégie baseball de la fac. Je vais pas dire que c'est ce qui se passe exactement, parce qu'il est quand même accompagné d'un staff, mais Mark Rardin, qui est donc arrivé en 2023 du côté de Western Kentucky, est en train de complètement reshape Western Kentucky, et c'est très important de parler de ce genre de choses, parce que c'est un coach qui vient du JUCO. Donc au JUCO, il était du côté de Iowa Western, et Iowa Western c'est quand même une des grosses facs de JUCO, tout simplement. Là-bas, il a fait donc du très bon boulot, et Western Kentucky a décidé et a eu la bonne idée, alors qu'il rejoignait la conférence USA lors d'un énième réalignement de conférences. Il rejoignait donc la conférence USA en 2023, et ils ont décidé donc de faire venir ce monsieur pour être leur head coach et pour transférer ou traduire le succès qu'il a eu en JUCO au niveau D1 baseball. Et là, ce qu'ils font cette saison, franchement, c'est très intéressant. Là, ils devaient se battre contre Dallas Baptiste. Dallas Baptiste, c'est clairement la grosse équipe de conférence USA depuis qu'ils sont arrivés en 2023. Ils ont en quelque sorte remplacé Southern Miss. Southern Miss est parti en Sunbelt. Bref, je vais pas vous refaire tous les réalignements. Je pense que ça va vous gaver et c'est jamais facile à suivre.
Mais bref, Dallas Baptiste, ils sont sous Dan Ifner, qui est d'ailleurs lui aussi quelqu'un qui fait du Juco. C'est assez marrant. En fait, je suis en train de parler de gens un peu miroirs. Dan Ifner, c'est un peu le miroir plus âgé, entre guillemets, enfin, plus expérimenté, pardon, de Mark Rardin. Il vient du Juco, il a été successful en Juco, que ce soit un joueur ou un coach, et après il a transféré de côté de Dallas Baptiste, et à Dallas Baptiste, il a créé une culture de la gagne. Dallas Baptiste, il y a quelques saisons, on n'entendait pas parler d'eux, mais du tout. Et là, c'est devenu une des places fortes du baseball, même national. Pour vous dire, par exemple, cette saison, ils ont quand même attrapé, je pense, Oklahoma. Je me demande s'ils n'ont pas aussi attrapé Oklahoma State. Bref, ils sont toujours difficiles à jouer pour n'importe quelle équipe. Et là, justement, il y avait donc cette série entre Western Kentucky et Dallas Baptiste. Et Dallas Baptiste a donc perdu à domicile face à Western Kentucky 2-1 en termes de série. On va pas trop parler de Dallas Baptiste qui, voilà, ça leur fait mal, parce qu'ils étaient dans le top 25. Très clairement, s'ils y sont toujours, je sais plus, mais s'ils y sont toujours, ils doivent être tout en bas, et je pense qu'ils n'y sont même plus. Mais par contre, c'est Western Kentucky qu'il faut regarder. Western Kentucky, ils sont tout en haut de la conférence maintenant, tout simplement. Ils sont en 6 victoires, 3 défaites. En termes de bilan global, ils sont en 27 victoires, 5 défaites. Et donc, ils sont tout en haut de la conférence USA avec Louisiana Tech. Donc tout ceci me tend à me prouver que Dallas Baptiste ne doit même pas être... ne doit même plus être dans le top 25. Ce qui est intéressant, c'est que quand il arrive, ce Mark Rardin, le programme est en 18 victoires, 36 défaites. Et là maintenant, depuis que l'arrivée, ils sont plus qu'à 3 victoires de réussir encore une saison à au moins 30 victoires. C'est-à-dire une saison qui, normalement, est positive. Quand vous avez 30 victoires dans une saison, sachant que la saison régulière, c'est une 55 matchs à peu près, vous êtes normalement, si je sais bien compter, dans une saison positive. Là, ils ont déjà 27 victoires, on est à la mi-saison. Ils peuvent, pourquoi pas, atteindre même les 40 victoires, ce qui serait quand même un joli record. Donc, je voulais faire le petit highlight sur cette équipe-là, parce que c'est une fac de mid-major, on va certainement pas en reparler, sauf s'ils font des dingueries qui vont, par exemple, au College World Series. Mais c'est pour rappeler que le college baseball, c'est aussi ça, ce sont des visions à long terme, des stratégies, des coachs avec encore une fois, une certaine vision de la chose. Ils amènent leur expertise qu'ils ont expérimenté, par exemple, en JUCO, en deuxième division, en troisième division, etc., etc. Et ils arrivent à être encore successful, en tout cas pour l'instant c'est le cas pour ce Mark Rardin, au plus haut niveau. Ce qui est marrant pour finir avec ça, c'est que clairement quand vous regardez un peu ses interviews, il est en train de refaire un peu ce qu'il a réussi à faire avec Iowa Western. Iowa Western, avec eux, il a quand même remporté 3 titres nationaux. C'est pas non plus rien, comme j'ai dit, c'est quand même une star, entre guillemets, un des coachs réputés, il vient pas de nulle part en termes de JUCO. Et bien là, ce qu'il fait avec Western Kentucky, tout simplement, c'est assez ouf. Et pour finir avec eux, ils comptent bien plus sur leur habilité à bien pitch, parce que je pense qu'ils ont un IARE de 2,59, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça. Ils ont un IARE global de 2,59, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on entend de plus en plus parler d'eux. C'est que cet IARE de 2,59, je pense que maintenant c'est le meilleur IARE de la nation. Donc ce qui fait que forcément, si vous êtes premier de la nation quelque part, on parle de vous. Par exemple, face à DBU qui est quand même, comme je dis, une des facs solides et normalement la favorite à sa propre succession en conférence USS. DBU en termes de pitching staff, c'est 3.04 d'IARE, et c'est un très très bon IARE, attention, surtout en college baseball. Mais c'est pour vous dire que voilà, il y a quand même une certaine marge entre les deux. Donc voilà, Western Kentucky, le petit highlight, le petit spotlight sur cette fac qui, entre guillemets, ne paye pas de mine en termes de college baseball dans l'histoire, mais qui est en train de créer sa propre histoire dans ces saisons récentes. Et on leur espère de pouvoir continuer, et on pourrait pourquoi pas reparler d'eux s'ils continuent sur leur lancée. Et bien voilà. Je pense que on a bien parlé, on ne doit pas être loin de l'heure d'enregistrement. Vous l'entendez même à ma voix, j'articule de moins en moins comme souvent. Plus je parle, en plus je parle tout seul, donc ça devient de plus en plus compliqué. Mais comme d'habitude, merci beaucoup pour le suivi, pour les retours. N'hésitez pas à me dire en termes de son, est-ce que cette idée de normaliser le son et de le mettre un peu plus fort, c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que vaut mieux que je reste au même niveau où j'étais, c'est-à-dire le son tel qu'il est dans les épisodes précédents?
faites-le moi savoir. Je le répète pour finir que bien entendu vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées, sur YouTube, mais surtout sur YouTube en ce moment, et c'est ça que je voulais dire surtout, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Sur YouTube actuellement, j'ai donc mes petits épisodes, mes petits formats courts sur les top prospects de la draft à venir, là où ils en sont, ce qu'ils font à mi-saison, est-ce que ce sont toujours des top prospects, est-ce que non. Je vais pas dans autant de détails bien entendu, c'est des formats très courts, mais c'est juste pour redonner des noms en fait aux prospects dont vous allez entendre parler dans quelques mois. Allez, je vais aller me reposer, aller boire un peu d'eau, et je vous dis tout simplement à très bientôt. Allez, ciao.